Les Indiens vous chassent? Non, il n'y avait aucun problème à l'époque. Du moins, pas avant il y a quelques années. John Wayne a passé 50 ans à se forger l'image la plus dure d'Hollywood. Le duc n'a jamais plié, jamais cédé, jamais reculé. Mais le 11 juin 1979, dans une chambre d'hôpital de l'UCLA, un événement se produisit que le public n'aurait jamais dû voir. Sa fille Aïssa était assise à son chevet et lui posa une simple question. Sa réponse anéantit toute la légende du cowboy que l'on croyait connaître. Il murmura aussi des excuses à son fils Patrick. Une conversation secrète à laquelle personne ne s'attendait. Et des mots si bas qu'ils s'évanouirent presque. Ce que John Wayne a dit dans ses dernières heures change tout. Marion Robert Morrison est né d'une manière que les habitants de Winterset, dans l'Iowa, n'oublieront jamais. Il est né le 26 mai 1907 et pesait un poids impressionnant de 13 livres. C'était un poids considérable pour un bébé, surtout en 1907. Et c'était suffisamment inhabituel pour que le médecin local y prête une attention particulière. Ce n'était pas non plus une de ces histoires qui prennent de l'ampleur avec le temps. Le Winterset Madisonian a d'ailleurs relaté sa naissance dans son édition du 30 mai 1907, en mentionnant son poids et les noms de ses parents. Dans une petite ville rurale, ce genre de choses se répandait vite. Les gens parlaient, les voisins plaisantaient. Et, étrangement, ce bébé un peu trop grand portait déjà en lui les prémices de l'image hors du commun que le monde connaîtrait plus tard sous le nom de John Wayne. Ses parents, Clyde et Mary, souvent surnommés Molly, étaient issus d'une famille de modestes agriculteurs. Marion était l'aînée, ce qui signifiait que les responsabilités l'attendaient très tôt. Winterset n'était pas une ville florissante, bruyante et pleine de distractions. C'était une petite ville ferroviaire de quelques milliers d'habitants seulement, calme, soudée et où le travail acharné était roi. Dès son plus jeune âge, sa vie fut donc marquée par les valeurs des petites villes, la pression familiale et le sentiment qu'il fallait mûrir vite si l'on comptait sur lui. Puis, tout bascula. Vers l'âge de 6 ans, la famille quitta l'Iowa pour la Californie. Ils s'installèrent d'abord à Palmdale, puis déménagèrent en 1916 à Glendale, au 404 rue Isabelle, où son père exerçait la profession de pharmacien. Ce déménagement eut une importance capitale, plus grande qu'il n'y paraissait à l'époque. Le sud de la Californie était encore, à cette époque, une région rude et sans foi ni loi. C'était poussiéreux, ouvert, et mi-rural, avec des mesas, des routes désertiques, des ranchs et de vastes étendues qui évoquaient davantage la frontière que le futur. Bien avant de fouler un plateau de cinéma, Marion vivait déjà au cœur de ce type de paysage qui allait plus tard définir son image à l'écran. Ce décor l'a imprégné très tôt. Il a grandi entouré de cowboys, de dresseurs de chevaux, d'éleveurs et d'hommes qui semblaient tout droit sortis d'un western, avant même que ce genre ne devienne un mythe national. Dès son plus jeune âge, il avait un pied dans Hollywood. Il travaillait dans un glacier pour un homme qui ferait aussi les chevaux des studios de cinéma. Ainsi, alors qu'il était encore jeune, il croisait déjà le chemin de cascadeur et d'entraîneur. Sans le savoir, il se trouvait aux portes de ce monde qui allait plus tard le rendre célèbre. Pourtant, avant tout cela, il n'était que Marion. Du moins, c'était son prénom. Le surnom qui lui est resté est venu plus tard, et il lui venait d'un chien. Aux alentours de Glendale, on ne le voyait presque jamais sans son énorme Airedale Terrier, Duke. Le chien était si omniprésent que les pompiers du coin ont commencé à l'appeler Petit Duke. Au départ, c'était une simple plaisanterie locale, le genre de surnom dont personne ne s'attend à ce qu'il perdure. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Le surnom a quitté le quartier pour s'immiscer dans les écoles, et très vite, on l'appelait Duke plus souvent que Marion. Des années plus tard, lorsqu'il a fait ses débuts dans le cinéma et a finalement adopté le nom de scène de John Wayne, ce surnom avait déjà joué un rôle important. Il lui avait forgé une personnalité. Au moment où le monde entier le connaissait sous le nom de Duke, les racines de ce surnom remontaient à une caserne de pompiers de Glendale et à un garçon qui ne pouvait se passer de son chien. En grandissant, il est devenu bien plus qu'un simple grand garçon au surnom mémorable. Au lycée Glendale Union, il excellait dans tous les domaines. Il jouait au football américain, participait à l'équipe de débat, présidait la Société latine et rédigeait même des articles sportifs pour le journal de l'école, Athletic. Il était aussi sociable, discipliné et ambitieux. En 1924, son équipe remporta le championnat de la Ligue, ce qui lui permit d'obtenir une bourse d'études complète pour jouer au football américain à l'Université de Californie du Sud, USC. Cette bourse marqua un tournant décisif dans sa vie. Au milieu des années 1920, l'USC n'était pas une université comme les autres.
Son programme de football américain prenait une ampleur considérable sous la direction de l'entraîneur Howard Jones. Et pour un jeune homme comme Marion, cette perspective semblait prometteuse et respectable. À cette époque, il mesurait déjà environ 1 mètre, dominant nombre de ses camarades, et semblait taillé pour le sport universitaire. À l'USC, il rejoignit la fraternité Sigma Chi et s'intégra facilement à la vie du campus. Ses amis se souviennent plus tard qu'il prenait ses études au sérieux et avait même envisagé des études de droit. À ce moment-là, Hollywood n'était pas son objectif. An avenir stable. Oui, c'est ce qui rend la suite si cruelle. Il progressait vers une certaine version du rêve américain lorsqu'un accident fit dérailler tout son parcours. L'été suivant sa 2e année à l'USC, il faisait du body surf sur une plage californienne lorsqu'il fut grièvement blessé. Il se fractura la clavicule et se blessa gravement à l'épaule droite. Cet accident survint en 1927, juste avant sa saison de football junior, et changea tout. L'entraîneur Howard Jones constata qu'il ne pouvait plus bloquer correctement, et dès lors, Wayne perdit sa place de titulaire. Peu après, il perdit également sa bourse. Au lieu de cela, il s'est retrouvé soudainement coincé à Los Angeles, sans diplôme, sans argent et sans l'avenir qu'il avait imaginé. Pour survivre, il commença à faire des petits boulots sur le plateau de la Fox Film Corporation. Au début, le travail n'avait rien de prestigieux. Il était accessoiriste. Il déplaçait des meubles. Il faisait tout ce qu'il y avait à faire. Il décrochait parfois de petits rôles de figurants, non crédités. Rien, sur le moment, ne laissait présager un destin exceptionnel. On aurait dit un jeune homme qui se débrouillait comme il pouvait après un drame personnel. Mais cette blessure, aussi douloureuse fut-elle, le propulsa directement dans le monde du cinéma. Sans elle, Marion Morrison ne serait peut-être jamais devenu John Wayne. Ses débuts furent modestes, avant que le public ne le connaisse sous le nom de Duke. Il n'était qu'un jeune homme costaud travaillant dans l'ombre, gagnant environ 10 à 12 $ par jour à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Il a enchaîné les westerns à petit budget, les feuilletons et les productions bon marché pour des studios comme Monogram et Tiffany Art. Pendant la majeure partie des années 1930, il enchaîna les films sans véritable prestige ni gros cachet. Les grands studios ne le considéraient pas comme une vedette, mais comme un acteur utile. Il était le genre d'acteur qu'on pouvait engager dans une production à petit budget pour honorer un contrat. Parfois, il n'était même pas le premier choix. Il servait de remplaçant. Son nom figurait rarement sur l'affiche, et pourtant, ses années furent riches en événements, du moins en apparence. Comme un joueur de second plan, il apprenait discrètement les compétences qui allaient plus tard le définir. Il passa des années à cheval. Il maniait les armes. Il répétait sans cesse des dialogues de l'Ouest jusqu'à ce que cela sonne naturel, au lieu de paraître joué. C'était fastidieux, mais ça l'a forgé. Cela lui donna le rythme, la posture et l'assurance qui, un jour, sembleraient naturelles à l'écran. Puis arriva ce qui semblait être sa grande chance. En 1930, la Fox lui confia les rôles principaux dans The Big Trail, son premier grand rôle. Sur le papier, c'était l'opportunité rêvée pour tout acteur en difficulté. La production était colossale, ambitieuse et coûteuse, avec un budget d'environ 2 millions de dollars, une somme énorme pour l'époque. Elle utilisait les premières technologies du format grand écran et était tournée dans les vastes paysages de l'Ouest américain. Le studio y consacra des ressources considérables, comme s'il lançait une nouvelle épopée. Mais le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. La Grande Dépression frappa. Le public bouda le film. Ce fut un échec cuisant et, au lieu de faire de Wayne une star, il faillit bien le ruiner. En quelques mois, il fut relégué au feuilleton bon marché et renvoyé au monde des films de série B. Il n'avait qu'une vingtaine d'années, et déjà certains dans le milieu pensaient que son heure de gloire était passée. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Un acteur principal raté à 23 ans n'est généralement pas le gage d'une légende, mais une personne a perçu quelque chose que les autres n'ont pas vu.
John Ford avait remarqué Wayne des années auparavant, alors qu'il était encore accessoiriste et figurant. Ford avait décelé quelque chose dans sa démarche, dans sa présence, dans cette impression à la fois rude et ordinaire. Bien avant que Wayne n'ait fait ses preuves dans l'industrie, Ford croyait en son potentiel exceptionnel. Il aurait même confié à l'actrice Louise Platt que Wayne deviendrait la plus grande star de tous les temps car il incarnait l'homme ordinaire par excellence. Cette conviction était importante car Ford ne se contentait pas d'admirer Wayne en secret. Il n'a cessé de le soutenir. En 1938, Ford cherchait à réaliser Stagecoach, un western ambitieux adapté de la nouvelle d'Ernest Haycock's Stage to Lordsburg. À cette époque, les grands studios étaient un peu enclins à produire des westerns à grand spectacle. Ils les jugeaient démodés et peu rentables, les uns après les autres. Ils refusèrent le projet de Ford. Le projet n'a pu avancer que lorsque le producteur indépendant Walter Wanger a accepté de le financer. Même alors, Ford a dû se battre pour Wayne. Le rôle de Ringo Kid aurait facilement pu revenir à une star plus connue comme Gary Cooper. Beaucoup le pensaient. Mais Ford a insisté pour que Wayne tienne le rôle et a clairement indiqué qu'il quitterait le projet si la distribution changeait. Cette décision a tout changé. À la sortie de Stagecoach le 3 mars 1939, Claire Trevor était en tête d'affiche car elle était une vedette confirmée. Elle avait déjà été nommée aux Oscars. Elle était bien mieux payée que Wayne. Officiellement, il était encore moins connu, mais le public ne s'en souciait pas. Après avoir vu le film, les spectateurs n'ont cessé de parler de lui. Les critiques l'ont qualifié de révélation du film. Le film, malgré un budget modeste, connut un grand succès commercial et devint l'une des sorties les plus commentées de l'année. Très vite, Wayne cessa d'être un acteur de série B pour devenir une star de premier plan. Dès lors, sa longue collaboration avec John Ford se transforma en l'une des alliances les plus marquantes de l'histoire d'Hollywood. Entre 1939 et 1966, Ford dirigea Wayne dans 24 longs métrages. Parmi leurs œuvres figurent Le long voyage de retour, La charge héroïque, Rio Grande et la prisonnière du désert. Ford pouvait se montrer impitoyable sur le plateau. Il se moquait de Wayne, le poussait à bout et le déstabilisait constamment. Curieusement, cette tension est devenue un élément essentiel de leur alchimie. Ensemble, ils ont fait de Monument Valley l'un des plus grands mythes visuels du cinéma américain. Leurs films ont fait bien plus que divertir. Ils ont contribué à façonner l'imaginaire de l'Ouest américain pour des millions de personnes. À cette époque, la carrière cinématographique de Wayne prenait son envol, mais sa vie personnelle devenait de plus en plus chaotique. En 1933, il épousa Josephine Alicia Sands dans la demeure de Loretta Young à Bel Air, en présence notamment d'Henry Fonda. Ils eurent 4 enfants, Michael, Tony, Patrick et Melinda. En apparence, c'était le début d'une vie de famille stable. Mais la célébrité bouleversa tout. À mesure que la carrière de Wayne prenait de l'ampleur, le fossé se creusait entre sa vie privée et son monde professionnel. Josephine n'appréciait guère son entourage. Leurs désaccords portaient sur l'éducation des enfants, sur Hollywood et sur ses liaisons. Un jour, elle le confronta au sujet de Marlene Dietrich, et leur mariage se brisa peu à peu sous le poids de la célébrité. Des infidélités et des conflits incessants. Ils se séparèrent en 1943 et divorcèrent officiellement le jour de Noël 1945. Quelques semaines plus tard, le 17 janvier 1946, Wayne épousa Esperanza Bauer, une actrice mexicaine rencontrée lors d'un voyage au Mexique en 1941. Si le premier mariage s'était dégradé discrètement avec le temps, le second explosa bruyamment et fréquemment. Wayne et Russell ont tous deux nié les faits, mais les rumeurs se sont répandues rapidement. Les disputes conjugales étaient si violentes qu'elles faisaient la une des journaux. L'un des épisodes les plus sombres survint en 1947, lorsqu'Esperanza, ivre et furieuse, aurait tenté de tirer sur Wayne à son retour tardif. Elle manqua sa cible, mais cet événement laissa une cicatrice indélébile sur leur mariage. Leur bataille pour le divorce, en 1953 et 1954, faute âpre, publique et marquée par de nombreuses accusations. Elle l'accusa de cruauté et d'infidélité. Il répliqua en l'accusant d'alcoolisme, d'infidélité et de violence. Leur mariage était devenu un spectacle, et l'amertume qui s'en dégageait ne fit que renforcer l'image rude et dure que beaucoup avaient déjà de lui. Puis, alors qu'il tentait encore de se remettre de ce désastre, Wayne rencontra Pilar Palette au Pérou en 1953. Elle était issue d'une famille politique péruvienne et était beaucoup plus jeune que lui. Leur relation évolua rapidement.
Ils se marièrent le 1 novembre 1954, le jour même où son divorce d'avec Esperanza fut prononcé. Avec Pilar, il eut 3 autres enfants, Essa, John, Ethan et Marisa. De tous ces mariages, celui-ci est souvent considéré comme le plus heureux, même s'il connut lui aussi son lot de complications. Tandis que sa vie personnelle se dégradait, sa carrière continuait de progresser à un rythme remarquable. En près de 50 ans, Wayne apparut dans 179 films et productions télévisées. À sa mort, en 1979, il avait constitué l'une des filmographies les plus importantes de toutes les grandes stars masculines d'Hollywood. Rien que dans les années 1930, il tourna environ 80 westerns à petit budget, souvent à un rythme effréné. Cette production fut déterminante. Ce n'était pas qu'une question de quantité. Elle fit de lui une valeur sûre du box-office et contribua à faire du western moderne l'un des genres phares d'Hollywood. Son succès s'étendit également au-delà des rôles de cowboy. Dans Les Sables d'Iwo Jima, sorti en 1949, il incarna le sergent John Stryker et obtint sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur. Sa collaboration avec Ford continua de donner naissance à des films magistraux. La charge héroïque, She Wore a Yellow Ribbon, fut un succès retentissant et consolida la formule du western de cavalerie. Puis vint La prisonnière du désert, The Searchers, en 1956. Plus sombre et troublant, où Wayne incarnait Ethan Edwards, un homme rongé par l'obsession depuis des années. Ce rôle fut par la suite considéré comme l'une des performances les plus marquantes de sa carrière. Dans L'homme qui tua Liberty Valance, The Man Who Shot Liberty Valance, sorti en 1962, Wayne donna la réplique à James Stewart dans un récit sur le déclin du Far West et le pouvoir du mythe. La phrase « imprimer la légende » devint l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma américain, et aucun acteur n'incarna mieux cette tension entre l'homme et le mythe que Wayne lui-même. Son pouvoir d'attraction au box-office devint extraordinaire. Pendant 25 années consécutives, il resta la star numéro 1 du box-office américain, un record inégalé. Des villes en ville, et surtout dans les zones rurales. Son nom était synonyme de foule assurée. Des films comme The High and the Mighty ont prouvé qu'il pouvait séduire un public bien au-delà des westerns. Les producteurs lui faisaient confiance, car le public lui faisait confiance. Une telle longévité est rare à toutes les époques et quasiment impossible à maintenir sur autant de décennies. Puis vint Alamo, le projet qui révéla jusqu'où son ambition pouvait le mener. Sorti en 1960, ce film était bien plus qu'un simple long-métrage pour Wayne. Il le produisit, le réalisa, en fut le rôle principal et y investit près de 1 million de dollars de sa poche, en plus d'un budget total d'environ 12 millions. C'était un pari financier risqué. Il a hypothéqué des biens, utilisé ses voitures comme garantie et investi une grande partie de sa fortune personnelle dans le film. Il y croyait dur comme fer, mais la conviction ne l'a pas protégé des conséquences financières. Le film a été un échec commercial et les pertes ont été considérables. Wayne a admis plus tard qu'il y avait investi tous ses biens. Cette perte a failli le ruiner. Malgré sa puissance et sa célébrité, son héritage n'est pas resté intact. En mai 1971, il accorda à Playboy une interview qui allait le poursuivre pendant des décennies. Il y tenait des propos racistes, affirmant notamment croire en la suprématie blanche et défendant l'accaparement des terres amérindiennes. À l'époque, l'interview ne provoqua pas le tollé qu'elle connut par la suite. Mais en février 2019, ces citations devinrent virales et déclenchèrent une nouvelle vague d'indignation. Ce qui choqua beaucoup de gens, ce n'était pas seulement le contenu, mais le fait que ces opinions aient été exprimées en pleine période des droits civiques et non à un siècle lointain où de telles convictions étaient plus facilement acceptées. En septembre 1964, John Wayne avait 57 ans lorsqu'une radiographie pulmonaire de routine à l'UCLA changea sa vie. Sur l'image en noir et blanc, les médecins découvrirent une tumeur dans son poumon gauche de la taille d'une balle de golf. Le diagnostic de cancer du poumon fut confirmé par la suite. Wayne avait passé des années à fumer énormément, parfois jusqu'à 5 paquets par jour sur les plateaux de tournage. Et maintenant, les conséquences de ses actes étaient flagrantes. Son entourage craignait que si la vérité éclatait, l'image du duc ne soit irrémédiablement brisée. Son équipe s'empressa d'étouffer l'affaire, mais Wayne fit ce que peu de stars de cette époque auraient osé faire. Il l'affronta publiquement. Il s'est présenté devant les journalistes et a déclaré que l'image de John Wayne luttant contre le cancer restait extrêmement positive. D'une seule phrase, il a transformé une crise médicale personnelle en une partie intégrante de la légende. Puis vint la véritable épreuve.
En novembre 1964, il subit une opération brutale de 9 heures au cours de laquelle on lui retira son poumon gauche et 2 côtes. Une intervention qui aurait pu mettre fin non seulement à une carrière, mais à une vie. Pourtant, Wayne refusa de disparaître. 4 mois plus tard seulement, il se trouvait à Durango, au Mexique, pour le tournage de The Sons of Katie Elder, dans des conditions difficiles, en haute altitude, avec un seul poumon. Les médecins l'avaient prévenu qu'il ne pourrait peut-être plus jamais jouer. Wayne a répondu en reprenant le chemin des plateaux presque aussitôt. Ce qui rendait son retour encore plus remarquable, c'est qu'il ne fut pas éphémère. De 1965 à 1979, il a continué à travailler et a fait près d'une vingtaine d'apparitions au cinéma et à la télévision. Parmi ses films figurait True Grit en 1969. Le rôle qui lui valut l'Oscar est l'une des plus grandes victoires de sa carrière. À l'écran, il incarnait toujours cet homme inébranlable en qui le public avait toujours cru. Hors des plateaux, la réalité était bien plus difficile. Il dissimulait souvent ses bouteilles d'oxygène et prenait des analgésiques, faisant tout son possible pour cacher les transformations de son corps. Dans ses films suivants, les membres de l'équipe rembourraient discrètement ses costumes pour masquer sa maigreur. Il fixait même des bouteilles d'eau à sa ceinture pour qu'il puisse s'hydrater sans rompre l'illusion de force. Ce retour n'était pas seulement impressionnant, c'était une survie savamment orchestrée. À une époque où l'on parlait rarement ouvertement de sa guérison du cancer, Wayne fit de son combat contre la maladie la preuve que le duc pouvait surmonter presque tout. Pourtant, le combat n'était pas terminé. Des années plus tard, le 10 janvier 1960, Wayne entra de nouveau à l'UCLA pour ce que tous pensaient être une opération de la vésicule biliaire de routine. À 72 ans, il était plus âgé et plus faible, mais l'intervention devait être simple. Au lieu de cela, lorsque les médecins l'ouvrirent, ils découvrirent quelque chose de bien plus grave. Son estomac était rempli d'une tumeur maligne qui n'avait pas été détectée plus tôt. Ce qui devait être une intervention mineure se transforma en une opération dévastatrice de 9 heures et demie. À la fin de l'opération, les chirurgiens lui avaient retiré l'estomac en entier ainsi que les ganglions lymphatiques voisins. Le rapport d'anatomopathologie confirmait la terrible nouvelle. Le cancer s'était probablement déjà propagé. Une intervention chirurgicale de routine s'était soudainement transformée en un prélude à la fin. Sa famille raconta plus tard que les médecins leur avaient discrètement annoncé qu'il ne lui restait probablement que quelques mois à vivre. Mais même alors, Wayne refusait de baisser les bras. Il voulait continuer à travailler, continuer d'avancer, même lorsque son corps peinait à accomplir un geste aussi simple que traverser une pièce. En avril 1979, les médecins lui annoncèrent qu'il était trop faible pour la chimiothérapie standard de l'époque, souvent si agressive qu'elle pouvait briser un patient presque aussi vite que la maladie elle-même. Wayne, obstiné jusqu'au bout, choisit une autre voie. Il se porta volontaire pour une étude expérimentale sur un vaccin contre le cancer à l'UCLA. Il s'agissait d'une forme primitive et incertaine d'immunothérapie, même dans la souffrance. Il a toujours choisi d'agir. Et puis vint l'un des moments les plus inoubliables de ces derniers mois. Le 9 avril 1979, quelques semaines seulement après son opération de l'estomac, Wayne fit une apparition à la cérémonie des Oscars. Il était si faible qu'il avait besoin d'un fauteuil roulant, mais une fois sur scène, il se leva. La foule se leva avec lui. L'ovation se prolongea. Son visage était marqué par le temps. Sa voix s'était affaiblie. Il avait besoin d'aide au micro. Pourtant, il parlait toujours avec dignité, humour et cette présence familière qui l'avait accompagné pendant des décennies de films. S'agrippant au pupitre, il remercia le public et déclara « C'est à peu près le seul remède dont on puisse avoir besoin. » Puis, il ajouta qu'Oscar était arrivé à Hollywood en 1928, tout comme lui. Ils étaient tous deux un peu marqués par le temps, plaisanta-t-il, mais toujours là et bien décidés à y rester encore longtemps. Ces mots résonnèrent profondément, car chacun pouvait lire la vérité sur son visage, même si personne n'osait l'exprimer à voix haute. Le discours ne dura qu'environ 45 secondes, mais son impact fut bien plus grand. Il était à la fois empreint de fierté, d'humour et d'une humanité poignante. Nombreux étaient ceux qui, dans la salle, sentaient qu'ils assistaient à des adieux, même si cela ne fut jamais formulé ainsi. L'ovation dura plus de 2 minutes. Certains pleuraient ouvertement. Wayne n'avait pas été vu en public dans un tel état depuis longtemps. Et pourtant, le voilà, fragile mais droit, offrant à la foule un dernier aperçu de l'homme qu'elle avait admiré pendant des décennies. Ce même soir, il remit également l'Oscar du meilleur film, ouvrant l'enveloppe et annonçant « Voyage au bout de l'enfer ». Un geste de plus, certes, mais qui comptait.
Il avait passé 50 ans à Hollywood, joué dans 179 films et bâti l'une des personnalités les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Malgré une assistance respiratoire secrète et un corps qui s'affaiblissait de jour en jour, il monta sur scène et accomplit sa mission. Pour beaucoup de spectateurs, c'était comme son ultime bénédiction au monde du cinéma qu'il avait contribué à façonner. Ce qui donnait encore plus de poids à cet événement, c'était la façon dont il faisait écho au film Le Dernier des Géants, qui avait déjà commencé à sonner comme un adieu avant même la mort de Wayne. Au moment où Wayne a interprété ce rôle, il n'était pas encore au stade terminal de sa maladie, mais son corps avait déjà beaucoup souffert. Il avait perdu un poumon en 1964 et avait passé plus de 10 ans à vivre dans la crainte d'une récidive. Ainsi, même si Wayne n'était pas réellement en train de mourir pendant le tournage, le rôle le touchait profondément. Brooks et Wayne n'étaient pas le même homme, mais ils partageaient quelque chose d'invisible et de lourd. Tous deux portaient de la mort en eux, même lorsque les autres ne l'apercevaient pas encore clairement. Le tournage de Le Dernier des Géants fut éprouvant pour lui. Il avait beaucoup moins d'énergie qu'auparavant et peinait souvent à se rendre de sa loge au plateau. La douleur et l'essoufflement ralentissaient tout. Pourtant, Wayne tenait absolument à préserver l'image du duc. Il voulait tout faire lui-même, y compris certaines scènes de l'affrontement final. À un moment donné, il se serait emporté en découvrant qu'une scène de fusillade avait été filmée d'une manière qui, selon lui, déshonorait son personnage. Cela lui tenait particulièrement à cœur. Même affaibli et vieillissant, il se souciait encore profondément de la façon dont ce héros ultime survivrait et de sa chute. Le film lui-même semblait construit autour de sa fin. L'histoire se déroule le 22 janvier 1901, une date qui la situe dans les derniers jours du Far West. Ce n'était pas un hasard. Au moment même où la frontière disparaissait dans le récit, Wayne était devenu l'une des dernières figures emblématiques du western classique. Le monde qu'il avait façonné s'estompait, et lui aussi. Autour de lui, une distribution extraordinaire donnait à l'ensemble des allures d'adieu. Lauren Bacall incarnait la propriétaire de la pension, une femme à la fois autoritaire et réservée. Ron Howard interprétait son fils, Gillum. James Stewart était également de la partie, aux côtés de grands noms du cinéma comme Richard Boone, John Carradine et Harry Morgan. Rétrospectivement, le film ne ressemble pas à un western comme les autres. Il donne plutôt l'impression d'une réunion de l'ancienne génération d'Hollywood, venue se dire adieu tout en faisant semblant de tourner un film. Même la fin portait la marque personnelle de Wayne. Dans la version originale, J.B. Le destin de Brooks devait être tragiquement arrangé, une fin que Wayne jugeait lâche et injuste. Il s'y opposa. Il ne voulait pas qu'un garçon trahisse son héros. La fin fut donc modifiée. Désormais, Brooks meurt dans une fusillade en public, affrontant le danger de front. C'était violent et tragique, mais cela correspondait au code auquel Wayne avait toujours cru. Et lorsque Brooks, sur son lit de mort, dit à Gillum, « Dis-leur ce que tu veux, mais fais court », la phrase résonne avec une force presque surnaturelle. On a l'impression que Wayne parle à travers l'écran, ne demandant ni larmes ni discours, mais quelque chose de pur, de simple et de vrai. En mai 1979, les derniers espoirs, si fragiles soient-ils, s'effondraient. Wayne était de nouveau hospitalisé, souffrant de fortes douleurs abdominales. Les chirurgiens ont découvert une nouvelle occlusion intestinale et une progression du cancer. Son corps le lâchait. À peu près à la même époque, un autre aspect profondément surprenant de sa fin de vie se dévoila discrètement. Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie avec une attitude désinvolte et ironique envers la religion, dans ses derniers jours, il reçut la visite d'un prêtre catholique au centre médical de l'UCLA et se convertit au catholicisme. Des membres de sa famille ont déclaré par la suite que cette décision avait été influencée par les femmes et les enfants catholiques de son entourage. Elle s'est déroulée dans l'intimité, en toute discrétion, bien loin de l'image publique qu'il avait véhiculée. Et pourtant, paradoxalement, c'est ce qui le rend si émouvant. Au final, derrière toute cette bravade et ce mythe, il n'y avait qu'un homme qui tentait de faire la paix. Il y a aussi eu des moments très intimes avec sa famille qui ont révélé une autre facette de sa personnalité. Son fils Patrick a plus tard évoqué une conversation qu'il avait eue durant ces dernières heures et qu'il avait gardée secrète pendant des années. Wayne l'a appelé et s'est excusé d'avoir consacré une si grande partie de sa vie au cinéma plutôt qu'à sa famille. Il a dit à Patrick qu'il était fier de lui, des mots que son fils attendait depuis des décennies. Ce n'était pas un grand moment public. C'était quelque chose de plus intime et de plus douloureux. Un père qui, à la dernière minute, tentait de dire ce qui était resté tu depuis bien trop longtemps. Et puis il y avait sa fille Aïssa.
le 11 juin 1979, au centre médical UCLA. Elle était assise à ses côtés et lui tenait la main. Son corps était ravagé par le cancer, mais sa main était encore forte, encore la sienne. D'une certaine manière, elle lui demanda s'il savait qui elle était. Après un long silence, il répondit avec une tendresse inattendue. « Bien sûr que je sais qui tu es. Tu es ma fille. Je t'aime. » Ces mots ont instantanément fait voler en éclats tout le mythe de John Wayne. Plus le cowboy, plus le héros de guerre, plus le duc, juste un père à l'article de la mort parlant doucement à sa fille. Il s'est éteint ce même jour, le 11 juin 1979, à l'âge de 72 ans, entouré de sa famille. Et même après sa mort, il a laissé derrière lui un petit détail qui portait indéniablement sa marque. Il avait choisi une épitaphe espagnole pour sa tombe. Feo fuerte y formal, que l'on comprend généralement comme laid, fort et digne. C'était drôle, direct et plein d'autodérision. Après une vie passée à incarner des héros imposants, il a conclu son histoire par une phrase qui égratignait sa propre légende. Des années plus tard, lorsqu'une stèle fut enfin apposée sur sa tombe à Newport Beach, elle portait une autre citation. « Demain est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Minuit nous offre l'avenir entre nos mains et nous espérons avoir tiré des leçons de la veille. »